Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy, le Weekly Market Analysis. Ici François Ablé pour présenter cette émission. Donc c'est avec une immense joie que je suis devant vous pour bien sûr animer ce point de vue global des marchés financiers que dont maintenant vous avez l'habitude de suivre chaque lundi matin. Bon, lundi matin ici au Canada, bien sûr, en Europe, je crois qu'il doit être maintenant en fin d'après-midi ou en après-midi. Donc il est présentement 9h45 ici au Canada. Et donc, je profite pour saluer donc tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Cette émission qui est vraiment un franc succès. Et je vois bien sûr dans vos commentaires et dans vos messages d'encouragement. Et je tenais à vous remercier infiniment pour vos gentils messages et vos messages de soutien et d'encouragement. Je profite d'ailleurs pour saluer mes amis tels que John Willis McLean, que vous connaissez maintenant, qui est un expert en crypto-monnaie. J'ai beaucoup appris avec lui. Je salue également mon confrère Abro Ange, qui est donc un ami, un proche à moi, à qui je tiens beaucoup, qui est donc lui aussi, qui m'aide beaucoup dans la rédaction de cette émission. Et également Christian Yango, qui est très bon sur le Forex. Vous suivez, je crois que vous maintenant vous êtes habitué à voir ses posts, il est très bon sur le Forex parce que je crois que c'est la principale classe d'actifs qu'il suit. Et puis aussi à saluer également Antoine Sylvestre. Donc Antoine Sylvestre avec qui j'ai eu des petits malentendus, mais tout est rentré dans l'ordre. Ça reste quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'apprécie également pour son travail. Et si vous avez le temps, si vous avez bien sûr du temps, jetez un coup d'œil sur son travail qu'il fait sur sa chaîne Facebook ou YouTube, je crois. Donc, j'ai l'habitude de voir ses points de marché, c'est très, très intéressant. Il dit vraiment beaucoup de belles choses. Donc, je remercie sa contribution et sa personne que j'apprécie infiniment. Voilà. Ainsi, donc, à passer cette présentation, je vais aussi bientôt communiquer la liste, bien sûr, pour concernant l'information gratuite. Je vais donc communiquer les noms et les disponibilités qui ont été retenues justement pour l'établissement de cette formation gratuite dont vous avez été si nombreux à vous manifester et je vous en remercie infiniment. Voilà. Et pour tous ceux qui nous découvrent, bon, moi je suis François Ablé, donc je suis responsable du Global Street Trader Academy, GSTA. Je suis également un trader actif et formateur principal au sein de cette corporation éducative. Et si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à me rejoindre ou à nous rejoindre au GSTA, donc Global Street Trader Academy, GSTA sur Facebook ou sur Twitter ou aussi sur YouTube. Donc, la même chose. Donc, GSTA, Global Street Trader Academy, vous tapez dans la barre de recherche, vous allez justement nous trouver et voir un peu le contenu que nous mettons à votre disposition, ou également à visiter notre site internet qui est le www.gstacademy en un mot, gstaacademy en un mot.com, d'accord? Vous abonner à la newsletter ou aussi à voir également tout ce qui est nos formations, tout ce que nous proposons pour vous aider à gagner sur les marchés financiers si cela vous intéresse, bien sûr. Voilà. Pardon. Donc, on va bien sûr commencer cette émission. J'ai beaucoup de choses à vous dire au cours de cette émission, surtout sur le dollar. Alors, comme vous le savez, je vais bien sûr vous montrer l'avertissement lié au risque en justement diminuant le cadran de ma caméra. Voilà, donc vous savez que négocier sur les comptes à marge sont très difficiles. C'est très difficile concernant les marchés futurs, concernant les ETF, concernant les CFD et les options. Il faudrait faire attention. Il ne faut pas risquer l'argent que vous n'êtes pas prêt psychologiquement à perdre parce que cela peut bien sûr avoir un impact sur votre psychologie. Et il faudrait être habitué justement à manier, voilà, à manipuler l'argent parce que le trading est un domaine où l'argent fait partie justement de ce domaine. Donc, il faudrait être habitué, il faudrait avoir une bonne lecture et un bon rapport avec l'argent et également de prendre connaissance que trader avec effet de levier amplifie les gains, certes, mais aussi peut détruire votre capital. Donc, sachez en utiliser de façon prudente. Voilà. Alors, passé donc ce disclaimer, on va bien sûr voir aujourd'hui le sixième point de marché du Weekly Market Analysis. Donc, la semaine commençant aujourd'hui du 11 au 15 février. Voilà. Une semaine qui a été marquée par la baisse, bien sûr, des indices majeurs américains. Nous en avons profité, comme vous le savez. Et également sur d'autres paires, le yen a été considéré comme une valeur refuge, d'accord? Valeur refuge cette semaine. Et plusieurs personnes qui ont tradé l'USD yen se sont également régalées parce qu'il y a eu de bons mouvements à prendre là-dessus.
Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est au niveau des sommets des actifs, ce serait bien sûr le GBP USD, comme d'habitude, vous êtes habitué. Je suis trois paires du Forex, donc les paires majeures, et puis l'USD4 que je travaille le plus souvent. Donc, GBP USD, USD4 et euro-dollar, donc euro-USD. Indice, on a le Dow Jones, le Nasdaq, qu'on va voir bien sûr tout à l'heure. Les matières premières, l'or, le cuivre, le gaz naturel, qui sont les matières premières favorites que nous suivons le plus souvent. L'eurobond, le T-note, pour terminer, concernant les produits obligataires. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les produits à surveiller aujourd'hui ensemble. Alors, pardon. Donc, au niveau, bien sûr, du calendrier économique de la semaine. Cette semaine, on a bien sûr l'inflation rythmée, le PACE, Consumer Price Index, qui va être suivi cette semaine pour voir, bien sûr, le mouvement on va dire, le mouvement de variation ou bien le delta concernant l'inflation, parce que ça sera très intéressant pour la Fed dans sa politique de relèvement des taux pour la suite, c'est-à-dire au niveau du 20 mars, pour voir si vraiment le marché avait vraiment pricé 4 hausses de taux plus que de 3. Donc, on va voir si vraiment ça va donner un indicateur pour pouvoir augmenter les taux. Parce que vous savez que l'inflation est en fait un indicateur retardataire comme le taux de chômage qui permet de justifier de cause à effet ce qui se passe dans l'économie. Donc, si on voit que le dollar a repris un peu du poil de la bête ces dernières semaines, donc on a eu un rebond à très court terme du dollar, est-ce que cela va justement, ou ça peut se poursuivre également, est-ce que cela va amener est-ce que cela va mener justement la Fed à justifier donc une hausse plutôt que prévue des taux d'intérêt, ou bien 4 hausses cette année plutôt que 3 qui étaient espérées auparavant. Voilà. Donc, il va falloir suivre cela. Et on a eu également, donc il y a 3 points fondamentaux à suivre. On a eu également, on a eu le dollar, je viens de dire. On a également eu un accord de principe entre le gouvernement allemand, c'est-à-dire le SPD de Martin Schulz, et puis Madame Angela Merkel, le CSU et le CDU, et le SPD ont eu un accord de principe concernant la politique de gestion gouvernementale et de l'État allemand. D'accord? Donc, c'est un gouvernement de principe, hein, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas, c'est pas, oui, c'est dans de bonnes voies, mais à tout moment, ils ont laissé savoir qu'à tout moment, ils peuvent revenir sur certains thèmes, certaines négociations, parce que ils vont gouverner par compromis. Donc, du coup, cela a fait, bien sûr, va soutenir à très court terme et à court terme sur l'euro. Mais cela ne veut pas dire que la situation va rester ainsi, parce que s'ils veulent remettre en cause cet accord de principe, cela peut peser également sur la monnaie unique. Donc actuellement, oui, on a un climat d'apaisement au niveau de la zone euro, donc ça soutient l'euro. Mais n'oubliez pas également qu'à court et à moyen terme, s'il y a des petits malentendus, des petites malencontres, on peut justement revoir ces accords de principe qui semblent être seulement de façon temporaire, établis de façon temporaire. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Pardon. Et puis la troisième chose, c'est bien sûr les 4 faits politiques sur le dollar que je voulais vous faire, sur le dollar américain que je voulais vous faire savoir. Comme vous le savez, il y a eu bien sûr le vote concernant le budget, tout ce qui est shutdown et renégociation du plafonnement de la dette. On a eu le sénateur républicain Paul Sander qui a bien sûr empêché, qui a amené justement que cette réforme-là ne se passe un peu comme une lettre à la poste. Donc, il y a eu bien sûr plusieurs renégociations qui ont été mises sur la table. Et en fait, les 4 points politiques qui faisaient que, ou du moins les 4 faits macroéconomiques et politiques en fait, qui risquent de peser à court et à moyen terme sur le dollar américain, tel est le consensus de la plupart des traders avec qui j'ai discuté, également des analystes financiers. Ça se base en fait sur 4 points. Premier point, qui prend en compte 2 points, c'est-à-dire c'est la négociation sur le DACA et également bien sûr, sur le DACA et puis sur le plafonnement de la dette, d'accord, au niveau des activités fédérales
de financement gouvernemental de la- de l'État américain. Donc, il y a deux points là-dessus que je vais parler. Et puis, les deux autres points, c'est au niveau également de l'attitude protectionniste du président Donald Trump sur le dollar américain. Et puis également, le dernier point, c'est bien sûr ces histoires d'ingérence de la part de la Russie concernant dans l'élection qui s'est déroulée où le président Donald Trump a été vainqueur. D'accord? Donc, il doit être entendu par le procureur concernant cette infiltration des Russes. D'accord? Et ses avocats ne font que prolonger, trouver voilà, des alibis pour ne pas qu'il soit présent au cours de cette audition pour ne pas que le président américain lui-même se crée sa propre tombe parce que il est considéré comme quelqu'un qui parle un peu trop et donc il peut dire des éléments, des choses compromettantes qui seront utilisées contre lui. D'accord? Donc c'est pour ça que ces avocats retardent bien sûr ce début de procès. Ça c'est un. De deux, c'est que vous savez que le président Donald Trump ne s'est jamais caché. Il a toujours été de, il a toujours été un chantre du protectionnisme américain, donc du Make Dollar Great Again. Tel était son slogan de campagne. Donc sa politique commerciale, en fait, risque de créer des problèmes au dollar parce que au niveau des États-Unis, au niveau des activités commerciales aux États-Unis, la plupart des grands groupes commerciaux tels que Walmart, Dollarama et puis d'autres grands groupes qui sont très bons dans le retail et puis dans tout ce qui est manufacturier, en fait, achètent à 90% leurs produits ou les produits en gros qu'ils revendent sur le marché. Donc, ils sont des grossistes. Ils achètent ça de l'extérieur. Donc, ils importent. D'accord? À 90%, 80 à 90%. Et Walmart est le plus gros employeur aux États-Unis dans le domaine des salaires minimums. C'est-à-dire que Walmart, c'est le plus gros employeur en termes de salaire minimum. D'accord? Donc, la politique protectionniste du président américain va amenuire justement les activités commerciales de Walmart. Et on sait que Walmart a un poids dans l'économie américaine puisqu'elle est le principal le principal employeur voilà, des jeunes américains en ce qui concerne salaire minimum. Et si, par exemple, le dollar est fragilisé, ça n'arrange pas ces grands groupes-là parce qu'elles achètent à l'extérieur, d'accord? Donc, ça veut dire qu'elles vont devoir compenser deux fois plus pour acheter des produits pour avoir une petite quantité plutôt que le contraire, puisqu'avant, elles avaient à acheter les quantités normales et faisaient des bénéfices puisque le dollar était au moins valorisé. Mais si le dollar est dévalorisé, cela va les empêcher justement dans leur production et au niveau des activités commerciales. C'est ce qu'on appelle fuite des capitaux versus afflux des capitaux. Donc, afflux des capitaux, c'est lorsque votre monnaie est attrayante et que tout le monde vient dans votre pays pour rechercher votre monnaie, pour changer leur panier de devises dans votre monnaie locale. Donc, ça, c'est quand la valeur de la monnaie augmente. Et la fuite des capitaux, c'est lorsque tout le monde se débarrasse de votre monnaie parce qu'elle n'a plus d'effet, elle n'a plus de valeur, puisqu'elle ne fait que se déprécier mois après mois ou trimestre après trimestre. Donc, cette politique protectionniste risque de gêner les grands groupes commerciaux tels que Walmart et consorts. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Après, le premier point, c'était au niveau de l'infiltration, l'infiltration, le procès d'infiltration des Russes dans l'élection présidentielle aux États-Unis. Et qui est un fait politique, purement politique, et ça peut agir également sur la valeur du dollar. La deuxième chose, c'est vraiment le côté protectionniste que je viens de vous décrire, donc fuite des capitaux probables au niveau du dollar sur les activités commerciales. Le troisième point, c'est le troisième et le quatrième volet sont ensemble. C'est bien sûr au niveau du chantage politique que M. Donald Trump inflige aux démocrates. Parce que, comme vous le savez, les démocrates reprochent à M. Trump de supprimer, de détruire la vie de 830 000 immigrants aux États-Unis qui sont actuellement en situation illégale avec, bien sûr, cet accord-là qu'on appelle le DACA, le Dreamers. Donc, cette procédure-là que le président Donald Trump a qualifiée du même titre que l'Obamacare de pouvoir justement d'empêcher
d'empêcher le budget américain de s'équilibrer et aussi et que ça coûte trop cher et ça n'apporte pas grand-chose à l'économie américaine, cette mesure-là est défendue par les démocrates comme une mesure vitale, centrale pour les États-Unis. Et que on ne pouvait pas la bannir comme ça, mettre à la rue non seulement la santé des Américains, c'est-à-dire que jouer avec la santé des Américains, et également de pouvoir mettre en situation illégale tous les fils d'immigrés qui sont rentrés aux États-Unis pour, ne serait-ce que pour travailler et avoir un avenir meilleur. Voilà. Et le président Donald Trump a dit, d'accord, si vous voulez que je revoie cette question, eh bien, ce que vous allez faire, lorsque nous allons voter justement pour l'élaboration du shutdown, la possible relevée du plafonnement de la dette américaine, je vous demande de mettre une clause ou d'accepter la clause suivante, comme quoi le shutdown ne sera susceptible que d'être voté chaque 2 ans. D'accord? Chaque 2 ans. Parce que habituellement, le shutdown est rediscuté à je peux dire chaque 9 mois, chaque 8-9 mois, d'accord, au niveau des activités de financement fédéral administratif aux États-Unis. Parce que le shutdown prend en compte, l'échéance du shutdown prend en compte de l'année passée, c'est-à-dire 2017, de septembre 2017 à octobre 2018. D'accord, ou vice-versa, ou octobre 2018, ou octobre 2017 à septembre 2018. C'est entre un des deux. Mais le président américain dit que lui veut que ce soit chaque 2 ans. Pour en fait se mettre à l'abri, puisque vous savez que le mandat américain, le mandat de présidence américaine est de 4 ans. Donc à chaque 2 ans, on a ce qu'on appelle les midterms elections, donc c'est-à-dire les élections partielles. Donc il ne veut pas que cette question de financement des activités de la défense, des activités des armes, soit le rattrape ces périodes, rattrape son équipe pendant ces périodes de campagne électorale partielle. Voilà pourquoi il a demandé, il fait du chantage en disant que si vous n'acceptez pas cette clause, moi je m'en fous, il peut avoir un shutdown aux États-Unis et ça ne me dérange pas. Donc pour mettre ainsi la pression sur les démocrates. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été il y a eu un compromis justement dans le relèvement du placement de la dette, ça a été accepté, mais il y a eu des clauses qui vont être rediscutées. Donc, il y a eu encore un compromis. Donc, actuellement, il y a une incertitude politique au niveau des activités gouvernementales aux États-Unis, d'autant plus que, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, d'autant plus que on va assister également à ce que les démocrates qualifient le président Donald Trump de faire en fait du trafic d'influence parce que actuellement ils disent qu'ils ne trouvent pas nécessaire d'augmenter le budget d'armement parce que le président Donald Trump dit on doit laisser tomber cette question de DACA, économiser sur les 1000 milliards que ça coûte à l'État. Donc en économisant 1000 milliards, pardon, en économisant 1000 milliards, on va augmenter ces 1000 milliards de 500 encore, 500 milliards dessus. Donc, ça fait 1,5, ça fait 1500 milliards, donc 1,5 trillion pour financer les activités gouvernementales, les activités de la dette, les activités de la défense, pardon. Donc, financer les activités de la défense. Donc, ça va justement faire exploser la dette américaine. Et à long terme, c'est que si les démocrates avaient refusé d'accepter cette manipulation politicienne-là du président Donald Trump, ça aurait un impact sur l'émission des bons du Trésor. Parce que, comme vous le savez, tout cet argent qui est mis sur la table pour financer les activités gouvernementales du président des Américains, pardonnez-moi, donc tout cet argent qui est mis sur la table pour financer les activités gouvernementales de l'économie américaine, c'est malheureusement pas dans le souci justement du budget des fédéraux parce que ça va beaucoup coûter trop cher et on risque de fermer définitivement ou en tout cas temporairement, mais ça peut mettre du temps, les activités de financement des administrations fédérales. Et ça va donc empêcher l'émission des bons du Trésor que j'avais présenté la fois passée, de comprendre ce que c'est en fait les bons du Trésor. Et si un pays ne peut pas, comme les États-Unis, ne peut pas émettre des bons du Trésor compte tenu du niveau de la dette, ce n'est pas bon pour le dollar. D'accord? Ça risque de peser très fort sur le dollar américain parce que
de façon normale, quand vous allez à la banque pour emprunter de l'argent, on vous prête de l'argent, d'accord? Et si, par exemple, vous revenez encore demander de l'argent, on va regarder sur les bases précédentes qui ont fait qu'on vous a prêté, on vous a donné un prêt. Si vous demandez encore un autre prêt, on va vous donner peut-être, potentiellement. Ça va dépendre de votre revenu ou de votre capacité à être solvable. Mais si vous revenez la troisième fois encore, ils ne vont pas vous donner de l'argent parce que vous n'avez pas remboursé, vous n'avez pas respecté les échéances obligataires que vous devez payer sur votre dette initiale. D'accord? Donc ça veut dire que vous devenez potentiellement un risque de défaut de paiement. Et ça, les entreprises américaines risquent de ne pas être bien cotées là-dessus, c'est-à-dire l'agence de notation, c'est-à-dire Moody's, Fitch, ce genre d'agences de cotation qui donnent des codes de crédit, en fait, risquent de mal coter les entreprises américaines et cela aura un impact à long terme sur l'économie américaine, puisque les États-Unis risquent d'être considérés comme un pays qui a un défaut de paiement. D'accord? Ça, c'est pas bon pour le dollar en vue. Donc, ce sont ces quatre facteurs politiques et plus politiques qu'économiques, mais on va dire politique et macroéconomiques, qui vont peser sur le dollar dans les jours à venir. D'accord? Bien vrai qu'on a eu un accord, je dis bien un accord partiel, un accord de compromis sur le relèvement des taux, mais ce n'est pas fini. Ne créez pas trop vite victoire parce que on peut avoir un retournement de situation à n'importe quel moment. Donc, quand vous êtes trader, vous devez être habitué à avoir des scénarios, mais serait-ce même des scénarios qui sont improbables, vous devez les considérer. Peut-être pas au même titre, au même taux de probabilité de réalisation que les autres scénarios qui sont plus probables, mais vous devez avoir ça en tête pour ne pas être surpris. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire sur le dollar. Et c'est ce genre d'atmosphère-là en fait, qui peut peser sur le dollar. Bien vrai que le dollar a rebondi à cause, bien sûr, de en fait, ce pricing, ce pricing de relèvement des taux d'intérêt et aussi du fait qu'on attend l'inflation, en fait, l'inflation rythmée à la hausse, compte tenu du fait que les salaires, dans la dernière publication, le taux de salaire aurait augmenté. Le dollar a bien rebondi, certes, mais du point de vue politique, le dollar est loin d'être sorti d'auberge. Okay? Le dollar est loin d'être justement d'être dans une situation où il a amorcé, on va dire, une tendance de fond haussière de court terme. D'accord? Donc faites très attention pour ceux qui traitent bien sûr l'AUD, l'eurodoll, le GBP et tout ça. Pour terminer donc cette présentation, euh, la Banque d'Angleterre a laissé savoir qu'elle va augmenter la vitesse de son resserrement monétaire. Alors, comme vous le savez en économie, il y a ce qu'on appelle les politiques monétaires restrictives et les politiques monétaires expansionnistes. Une politique monétaire expansionniste, à titre de rappel, c'est une politique monétaire où on baisse les taux d'intérêt et on augmente la quantité monétaire, ce qu'on appelle les politiques monétaires dovish. Et la politique monétaire restrictive ou politique monétaire agressive ou hawkish, ce sont des politiques monétaires où on augmente, bien sûr, les taux d'intérêt. Ce qui s'est passé du côté de la Banque d'Angleterre, où ils ont augmenté les taux d'intérêt, je crois, en novembre ou décembre 2017, et ça faisait la première fois en 10 ans. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à retirer, voilà, à retirer la quantité monétaire la quantité monétaire du GBP dans l'économie, ce qu'on appelle le Tighten Monetary Policy. Donc, ça veut dire que le retrait ou le resserrement monétaire de la banque d'Angleterre. Et la Banque d'Angleterre a amorcé ce processus puisqu'il se fait instantanément lorsqu'on relève ou on baisse les taux. Mais la Banque d'Angleterre estime que la vitesse à laquelle elle procède n'est pas assez forte. Donc, elle va accélérer. Donc, cette communication a fait bien sûr apprécier le GBP-USD à la hausse. Donc, ça risque de peser à long terme sur le GBP-USD, ce qui peut donner donc une forte appréciation du GBP-USD. Mais pourquoi est-ce que le GBP-USD a baissé? Parce que non, vous savez que dans le Forex, le Forex, c'est une question de ratio. Si le GBP-USD est fort, certes, et que l'USD est plus fort que le GBP, ok, ça veut dire que le GBP-USD va baisser. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Donc, vous augmentez le numérateur de 1, mais le dénominateur, vous l'augmentez de 2. Alors, votre fraction
aura plus impacté à cause de votre dénominateur. Donc si le dollar est plus fort que le GBP USD, si le dollar est plus fort que le GBP USD va baisser, d'accord? Donc souvent, j'ai vu des gens dire, ah, mais pourquoi le GBP est fort, le dollar aussi augmente, mais le GBP n'augmente pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en termes de ratio, en termes de fraction. Donc, faites attention justement si vous devez trader GBP USD. On le voit bientôt sur les graphes. Qu'est-ce que ça donne techniquement, mais fondamentalement, voilà ce qu'il faut avoir comme idée en tête. Donc, cette semaine, on voit qu'il y a seulement l'inflation, les grands annonces macroéconomiques, c'est l'inflation rythmée qu'on attend. On attend aussi le taux de chômage en Australie. On attend également aussi l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production dans la zone européenne. Donc, ce sont les grosses nouvelles macroéconomiques qu'on attend cette semaine et aussi l'indice de confiance des consommateurs au niveau des États-Unis. Mais c'est vraiment l'inflation qui va attirer notre attention. Sinon, pour ceux qui sont traders intraday, comme j'ai dit, on a le taux de chômage trimestriel au niveau du AUD, donc en Australie. On a aussi la production industrielle, ceux qui traitent le DAX au niveau de la zone européenne, donc faites attention à ça. On a aussi l'IPC final harmonisé au niveau de l'Allemagne. Au niveau du Japon, vous avez aussi ce qu'on appelle la balance commerciale qui est très, très, très importante pour les traders de Forex. D'accord? Cet indicateur-là, la balance commerciale pour le Forex, c'est très important. Donc, au niveau du yen, il va avoir une annonce, mais ça sera plus tard, hein, ça sera dimanche. Sinon, en général, dans la semaine, ça sera vraiment des indicateurs que vous avez l'habitude de voir. Donc, seul facteur qui est nouveau ici, c'est la production industrielle et les taux de capacité, taux d'utilisation des capacités, donc c'est-à-dire en termes de dotation économique concernant la production industrielle, concernant la productivité, concernant l'allocation des capitaux, concernant également la main-d'œuvre et tout ça. Donc, ça c'est en fait ceux qui ont fait la micro, c'est ce qu'on appelle l'équation de Cobb-Douglas. Donc, cette équation qui, en fait, montre, en fait, comment est-ce qu'une entreprise ou une firme peut optimiser ses profits et minimiser ses coûts. Donc, cet indicateur-là, c'est celui-là. Production industrielle et taux d'utilisation des capacités ou dotation des capacités. Voilà. Il est attendu à la baisse, donc à la prévision, en termes de prévision. Le précédent était à 0,9, le second est à 0,2%. Donc, ceux qui sont traders sur le Nasdaq surtout, ou bien le S&P, faites attention à ce chiffre qui va paraître le jeudi à 9h15 heure nord-américaine, bien sûr, heure du Canada. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le calendrier économique. Au niveau du calendrier économique de DailyFX, parce que celui-là, c'est le CMC Market, donc celui de DailyFX, c'est à peu près pareil. Donc, hier, dimanche, on a eu bien sûr des chiffres au niveau de la Chine. Bon, comme vous le savez, la Chine, malgré qu'elle est la deuxième puissance économique mondiale, la PBOC, donc le Public Bank of China, ils sont accusés de truquer constamment leurs chiffres économiques. Et il y a eu un moment où un certain consensus d'analystes ou de macroéconomistes s'était entendu de pouvoir confier le calcul, le report et la publication des chiffres chinois par une entreprise étrangère, une entreprise autre que la Chine. Et ça n'a pas été, la Chine n'a pas accepté, n'a pas apprécié cet état des faits-là. Donc voilà pourquoi le marché ne considère pas trop les chiffres de la Chine, mais pourtant, ces chiffres-là ont un impact direct, un impact majeur sur la zone Asie-Pacifique, notamment Asie-Pacifique et Océanie, notamment AUD, donc Australie, et puis la Nouvelle-Zélande. Pourtant, les chiffres au niveau de la Nouvelle-Zélande sont considérés, les chiffres au niveau de l'Australie sont considérés, mais plutôt pas les chiffres de la Chine. Donc, c'est un peu paradoxal, vous comprenez? C'était juste une petite précision à ce sujet-là. Donc, on a eu l'IPC sur la monnaie suisse. Donc, IPC sur la monnaie suisse. La Suisse qui a joué son rôle, bien sûr, d'actif majeur lorsqu'on assistait à la baisse, à la correction majeure du Dow Jones,
que nous avons profité également des indices américains, notamment le S&P et le Nasdaq. Donc, on a ce calendrier-là qui est devant vous et qui, a priori, nous présente des informations, on va dire, plutôt moyennes dans l'ensemble pour ceux qui sont des traders en intraday. Mais ce qu'on attend, bien sûr, c'est bien sûr l'inflation rythmée au niveau des Américains et bien sûr le PIB annualisé par trimestre du GBP et JPY. Donc, comme vous voyez ici, c'est attendu à fort recul. Donc, ici, pour comprendre ça, c'est que le PIB, lorsqu'il sort par trimestre, il est échéantiel, hein, donc il est composé sur des échéances, donc sur 4 trimestres, d'accord? Et puis à la fin, on l'annualise, ou si vous voulez, on l'actualise, on va dire, par trimestre, d'accord? Et au niveau du Japon, comme vous le savez, le Japon est un champion, hein, champion légende de tout ce qui est programme de, comment on appelle, programme d'impression, de maintien artificiel de l'économie, puisqu'ils ont souffert de la déflation. Donc, ils ont beaucoup imprimé l'argent. Ils ont même parlé de QQE, donc Qualitative Quantitative Easing, juste pour montrer à quel point ils n'étaient pas prêts du tout à arrêter d'imprimer la monnaie. Ils ont commencé avec ce qu'on appelle les ZIRP, c'est-à-dire les Zero Interest Rate Policy, les politiques de taux d'intérêt zéro. Après, ils sont allés au NIRP, donc les nuls ou les négatifs, Negative Interest Rate Policy, donc les taux d'intérêt négatifs, les politiques d'intérêt négatifs, et ils continuent toujours d'imprimer la monnaie. Donc ça les rattrape dans les chiffres économiques parce que malgré qu'ils annoncent qu'ils ont beaucoup, apporté à leur économie, ils ont sauvé, ils sont sortis de l'économie de la déflation, ce qu'on appelle les Abenomics, d'accord, du gouvernement, du premier ministre japonais qui est Shinzo Abe. On voit ici que ça les rattrape dans les chiffres parce que leur taux de croissance trimestriel le T4 ou le fourth quarterly, parce que si vous voyez ici 4Q, donc c'est de 2,5, d'accord? Précédemment, 2,5, c'est-à-dire le trimestre passé était de 2,5, et ce qui est espéré, c'est de 1, d'accord? Donc c'est un peu pour comment comprendre ça, je vais vous expliquer un truc. Si vous allez à la banque, que vous allez emprunter de l'argent, par exemple, vous allez emprunter 100 000 $, d'accord? Vous allez emprunter 100 000 $ et vous êtes plus riche de 100 000 $. Donc, votre fortune est plus 100 000 $. Mais cet argent ne vous appartient pas, d'accord? Donc, si vous prenez les 100 000 $, que vous faites un projet, vous réalisez quelque chose, et puis ce que vous réalisez vous apporte, on va dire, 110 ou 120 000, ça veut dire que vous êtes en fait plus riche seulement de 20 000, d'accord? Donc, c'est très relatif. D'accord? Donc, vous prenez cet argent, ce 100 000 là, si vous le payez, si vous payez votre dette de 100 000, il ne vous reste plus que 20 000 $. Donc, votre emprunt pour favoriser votre croissance n'a pas été aussi top. C'est-à-dire que la marge d'emprunt, ou bien le coût total de votre emprunt est inférieur ou doit être inférieur ou supérieur en fait, à la réalisation de votre projet. D'accord? Donc, si vous avez emprunté pour 100 000, que vous faites un projet, ce projet doit vous rapporter au moins 200 000. Comme ça, si vous payez le 100 000, il vous reste au moins 100 000 avec vous. Là, on sent que vous avez soit maintenu votre richesse qui était au départ, qui était de plus 100 000, ou bien vous l'avez dépassé. Mais si vous prenez 100 000 pour faire un projet et ça vous rapporte seulement 120 000, si vous payez le 100 000, il vous reste seulement 20 000. Donc, c'est-à-dire que c'est une croissance, votre croissance est à la limite même presque appauvrissante parce que ça n'a pas donné autant que ça devrait donner pour pouvoir compenser votre dette que vous avez contractée. Donc, c'est la même chose ici au niveau du Japon. Ils ont beaucoup investi dans l'économie, ils ont publié beaucoup de chiffres, mais on le voit que de façon c'est relatif, on le voit que de façon réelle, ça n'apporte pas grand-chose à l'économie. Pendant que les Américains font des croissances de 2,5%, de 3%, ou la Chine de 6%, les Japonais font en croissance nette de 1%. Et le précédent était de 2,5%, donc c'est mitigé, vous comprenez? À l'opposé, on a ici les Allemands. Donc les Allemands ici, vous voyez ici que leur trimestriel annualisé, le précédent était de 2,8 et le trimestriel
et le chiffre qui est attendu est de 3%. Donc, ça veut dire que eux, voilà, c'est très bon. Voilà, une croissance de 3%, une croissance attendue de 3%. En plus, pour le dernier trimestre, c'est très bon pour l'économie allemande. Voilà pourquoi ils passent tout le temps justement à communiquer sur le fait de réduire ce programme-là, ce Purchase Asset Program, donc cette élimination de hélicoptère money ou de ce QE là, le quantitative easing, ils sont vraiment favorables à ce qu'ils arrêtent progressivement à soutenir donc la zone économique allemande qui fait partie de l'Union européenne, qui est le poumon de l'Union européenne, parce qu'ils savent qu'ils sont en fait en termes de croissance assez sur une bonne lancée. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut retenir. Et puis après, ben, on a bien sûr les stocks du pétrole régulier que vous connaissez, qui est publié chaque mercredi ou chaque jeudi si on a congé ou si on a férié dans le calendrier américain. Et le vendredi, on a bien sûr au Canada les ventes de logements existants, qui est un chiffre qui est aussi attendu. On a également l'indice de confiance du consommateur, l'indice du Michigan, qui est un indice en fait qui est créé à partir de la perception de l'économie par les gérants, les businessmen, les entrepreneurs américains et ainsi que les consommateurs américains pour donner leur perception de comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils sentent leur économie aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà donc ainsi donc s'achève donc cette présentation au niveau ce survol de macroéconomie, ce survol de l'économie globale. On va passer maintenant au graphique. Voilà, donc je reviens avec le GBP USD. Donc GBP USD, je vais repartir bien sûr au niveau de la semaine. Voilà. Donc comme vous le voyez ici à l'écran, le GBP USD a une figure. Donc je vais juste déplacer mon écran. Voilà. Pour vous montrer bien. Donc vous voyez ici que le GBP USD, il y a une oblique orange qui est ici. D'accord? Et au niveau de cette oblique orange là, vous voyez que on a testé cette ligne ici en 2008. Je vais juste baisser ça un peu. Voilà. Donc 2008, on a testé cette oblique ici une fois, deux fois en 2014 et 2015. Donc c'est une oblique historique. Il y a eu une zone ici assurée que j'ai mis en bleu, qui est en fait qui était une zone de support, résistance, donc un seuil de polarité, une émission de polarité. Et on a cassé ce support-là de long terme qui part depuis 1995-96. Donc, quand on a cassé ce support, ça nous a... après, on est venu le retravailler. Donc, on a refait donc, encore une émission de polarité. Donc, ce support est devenu résistance. Et on a validé une figure qu'on appelle les triangles ascendants. Donc, triangles ascendants, ce sont des bases ou des obliques haussières avec des résistances horizontales. D'accord? Donc, on est sorti par le haut comme prévu. On est allé toucher jusqu'à la zone assurée en bleu que je vous avais demandé d'être attentif à cela. Et puis, on a, bien sûr, au lieu de clôturer au-dessus, on a clôturé en dessous de la clôture mensuelle de l'année de janvier, d'accord? De janvier. La clôture mensuelle du mois de janvier. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, on est a priori orienté dans une figure haussière, c'est-à-dire que de long terme, on fait un pullback sur la ligne rouge qui constitue bien sûr la résistance horizontale que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en fait une inversion de seuil de polarité. Et après, le marché repart dans la direction haussière auparavant. Mais étant donné que si vous travaillez en intraday, faites attention parce que la ligne grise que j'ai mis ici, c'est une ligne en fait, une clôture hebdomadaire. Donc, tant qu'on sera en dessous des clôtures hebdomadaires, il est mieux, par exemple, si vous cherchez à payer le GBP USD à cause, bien sûr, de la faiblesse du dollar, vous voulez payer le GBP USD, donc faiblesse du dollar et puis politique monétaire restrictive, donc qui soutient une hausse du GBP, moi-même, à votre place, je serais aussi amené à payer le GBP USD. Donc, mieux vaut attendre qu'on ait un retracement, bien sûr, de ce mouvement-là jusqu'à ici, jusqu'à la ligne rouge pour rentrer à l'achat, pour payer le GBP USD pour repartir dans le sens de la tendance de fond. Ou alors,
tant qu'on est en fait entre la zone grise ici et la zone orange, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur le GBP USD pour le moment. Il faut attendre soit pour payer à ce niveau ici, ou bien tant qu'on est au-dessus de la ligne grise, il ne faut pas chercher à vendre le GBP USD. Je sais que c'est tentant à cause de cette clôture ici en rouge, mais vous devez considérer les facteurs fondamentaux plutôt que les facteurs techniques. C'est-à-dire, vous prenez les facteurs fondamentaux comme votre idée et vous prenez maintenant les facteurs techniques pour appuyer, pour aller dans le sens de ces facteurs fondamentaux pour augmenter vos chances donc, de succès ou de réalisation de votre étude graphique. Donc, actuellement, techniquement, on voit bien sur le graphe qu'à long terme, on est haussier, d'accord? On est dans une figure haussière, donc triangle ascendant sortie généralement haussière. Donc, on a cassé, on a fait un plus haut, on fait un pullback ici, et puis on repart dans la direction de la tendance de fond. Cependant, tant qu'on est en dessous de cette ligne grise, ceux qui sont vraiment très agressifs peuvent tenter des scalps, voilà, des scalps à la baisse jusqu'ici. Mais moi, je vous conseille de ne rien faire pour l'instant, d'attendre le bon point d'entrée qui sera en fait à 1,37 540. On peut attendre que le marché vienne ici, toucher pile poil cette zone et puis le payer. Ou alors, si on casse la ligne orange, on peut rentrer à l'achat pour aller viser justement les 1,40. C'est-à-dire, si on casse justement la ligne orange aux alentours des 1,39, on peut aller rentrer à l'achat jusqu'à 1,40 qui constitue en fait 100 pips. C'est pas mauvais. D'accord? On peut le regarder en intraday ce que ça donne. Ça donne ici ça. Voilà, vous voyez donc on est dans un canal descendant de consolidation. Tant qu'on est dans ce canal, le mouvement est baissier, d'accord, on continue. Mais vous pouvez chercher à payer les points bas, puisqu'on a été testé ici, testé ici, testé ici. Donc si je mets des cercles ici, vous voyez, donc ça, on a testé une fois, on a testé deux fois, on a testé troisième fois, d'accord. Donc vous pouvez attendre ici peut-être un retracement pour venir payer le GBP ici pour aller dans la direction, dans le sens de la matérialisation de la figure chartiste, d'accord. On peut avoir aussi un scénario de ce genre-là aussi. Ça, c'est un de mes scénarios que je surveille, c'est-à-dire, puisque je vous ai dit de ne pas chercher à rentrer entre la ligne orange et la ligne grise, on peut attendre que le marché donne une indication dans le sens où il tape cette ligne orange, voilà, il se heurte ici. S'il échoue ici, d'accord, s'il échoue sur la ligne orange, c'est qu'il va être vraiment baissier parce qu'il a déjà testé cette figure grise. Donc, il est susceptible de pouvoir corriger sévèrement pour aller toucher le bas de la ligne brune qui constitue le support oblique de la tendance baissière de fond. Et ça va arriver, par exemple, sur la ligne verte ici, qui est en fait un support oblique haussier. Donc là, vous pouvez payer, hein, on peut payer le GBP là, c'est un excellent point d'entrée. Ou alors, étant donné qu'on a déjà testé, je crois, on va regarder ici, on a déjà testé au moins plus d'une fois cette ligne orange et on semble casser cette figure. Donc, si on n'a pas été validé en clôture en dessous de la ligne, on peut faire quelque chose comme ça, d'accord? On peut faire comme ça, quelque chose comme ça, puis se diriger vers la ligne ici, l'oblique, consolider ici également, pour venir retester la ligne et repartir dans le sens de la tendance de fond pour aller chercher les plus hauts avec bien sûr la politique monétaire du GBP et les soubresauts baissiers sur le dollar actuellement du point de vue des faits politiques. D'accord? Donc, il faudrait suivre ces deux scénarios que je viens de vous mettre et le scénario qui se matérialise, eh bien, vous enchaînez également. Voilà. Au niveau de l'USD4, donc l'USD4, on va repartir au niveau de l'hebdomadaire. Donc, au niveau de l'hebdomadaire, l'USD4, comme vous l'avez vu, il est soutenu de long terme par la tendance de fond, en vert, en oblique. Je vous avais demandé de rester prudent dans la zone hachurée en orange. On a cassé violemment cette zone orange parce que l'USD4, bien sûr, a été supporté par le rebond à très court terme du dollar. C'est ce qui s'est passé.
Donc, on a cassé cette ligne orange et on semblait donc se diriger vers la zone en bleu, la zone assurée en bleu, qui est aux alentours des 1,28, 1,29. D'accord? Et là, en fait, lorsqu'on a clôturé ce vendredi, moi, j'ai tracé une oblique, non pas une oblique, mais une ligne horizontale au niveau de la clôture, là, en gris que vous voyez là. Donc, a priori, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne grise, on peut aller justement aller chercher juste les points hauts récents de 1,26, 1,27. Mais cela, ça c'est techniquement, hein, mais au niveau fondamental, je ne considère pas trop ce scénario puisque actuellement, comme vous le savez, le dollar est un peu affaibli à cause des points politiques que je viens de les points politiques que je viens d'énumérer. Certes, il en a profité, le ISDK en a profité justement à cause de la hausse du dollar, ce rebond à très court terme sur le pricing qui était déjà fait. Parce que vous savez que le marché a déjà anticipé une bonne série des chiffres sur l'inflation qui est attendue à la hausse et également sur une augmentation des taux d'intérêt de 4 au lieu de 3. Le marché a déjà anticipé. Donc voilà pourquoi on a eu cette hausse, voilà, cette impulsion haussière. Regardez, on est en weekly et l'USD CAD a été haussier cette semaine, on a clôturé dans le bleu ou dans le vert. D'accord? Donc, a priori, on est bien sûr en tendance haussière, certes. Mais vous allez voir en intraday, voilà pourquoi je vous demande de faire attention. En intraday, c'est pas ce que moi je vois. En intraday, moi je vois un biseau ascendant. Donc la sortie est généralement baissière, d'accord, par le bas. Et on a déjà fait un plus haut ici. Donc, je vais augmenter un peu. Voilà. On a déjà fait un plus haut ici. Donc, pour moi, USD CAD, tant que le dollar est actuellement un peu en train de tergiverser à cause des points que j'ai énumérés, moi, je chercherai, j'ai pas dit que pas dit que je vais shorter, j'ai dit je chercherai à shorter l'USD CAD. C'est-à-dire que j'attendrai quand que l'on vienne toucher les points hauts ici pour vendre, pour aller justement chercher les points bas, ou alors j'attendrai tout simplement qu'on casse cette oblique, ce support oblique ici, qui est en bas, pour renforcer ou bien pour shorter, pour être plus prudent, pour shorter, pour aller chercher les niveaux de la moyenne mobile ici, qui constitue les 1,24, 200, 1,24, 200, 1,24, 300, d'accord, cette zone ici. Mais sinon, moi, USD CAD, pour le moment, je le vois comme un pattern baissier à cause, bien sûr, de ce qui se passe sur le dollar américain. D'accord? Au niveau de l'euro-dollar. D'accord? Donc, l'euro-dollar, je vais le mettre ici. Donc, comme vous le voyez, l'euro-dollar, il est bien sûr dans une consolidation de fonds baissière, donc sortie généralement haussière, c'est vrai, avec bien sûr l'effet politique qui assouplissent la zone européenne au niveau de l'Allemagne, ça soutient inconditionnellement à la hausse l'euro, c'est vrai. Mais il faudrait aussi être prudent parce que dans cette zone ici, étant donné on a eu un rebond à très court terme sur le dollar, l'euro a consolidé, a clôturé dans le rouge puisqu'on est en weekly. D'accord, je vais déplacer ma caméra pour que vous voyez. Voilà, donc on a clôturé en weekly. Et ce qui arrive, c'est que moi, j'ai tracé, bien sûr, hier soir, une ligne grise qui est la clôture hebdomadaire donc, de l'euro-dollar. Et tant qu'on est au-dessus, certes, on peut avoir voilà, des impulsions haussières. Par exemple, quitter de 1,22 500 ou 1,22 510 jusqu'à, par exemple, à 1,23 500. Donc, il y a quand même 100 pips à aller chercher, c'est vrai, en intraday. Mais faites attention, je ne vous recommande pas de payer actuellement l'euro. Où il faut payer l'euro, le point bas, le point à payer l'euro, ça serait ici, d'accord, sur la ligne verte ici. Je vais rétrécir mon écran. Donc, ce serait ici à payer l'euro. Ce serait un excellent point d'entrée, c'est-à-dire à 1,20, 1,20 ou 1,20 350, 1,20 500. Ce serait le bon moment pour payer l'euro pour suivre justement ce scénario-là qui est ici. Voilà. Parce que vous voyez que si on vous paye l'euro ici, au moins si l'euro progresse, il peut faire des enchaînements cycliques comme ça. Mais au moins, si vous êtes déjà rentré, vous pouvez au moins alléger votre position. Parce que ce qui va arriver, c'est que on va avoir des contractions. Parce qu'on on rentre dans un triangle, il peut y avoir des contractions, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une voie de sortie ici. Et après, on revient encore consolider, on revient travailler.
les mouvements s'affaiblissent de plus en plus, puis paf, on ressort par le haut, d'accord? Donc, ce scénario-là est probable. Ou bien, on peut venir aussi casser cette ligne verte ici et rentrer justement dans un cycle baissier de très court terme pour aller chercher justement le point vert ici qui est aux alentours des 1,15 à repayer, qui constitue les niveaux déjà passés en hebdomadaire du mois de janvier 2017, d'accord? Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Je crois plus à un scénario haussier sur l'euro-dollar, compte tenu des apaisements politiques qu'il y a au niveau de l'Allemagne et puis également au niveau de la faiblesse de l'euro, puisque vous savez que le point de vue fondamental, il varie, il change au fur et à mesure du temps, d'accord? Il change au fur et à mesure du temps. Il y a des semaines où on est haussier, il y a des semaines où on est baissier. On ne peut pas être haussier tout le temps, ni baissier tout le temps. Ça dépend de facteurs fondamentaux, ça dépend de tout ce qui est présenté dans la presse financière et qui nous amène justement, qui mesure donc le pouls du marché parce que, comme je vous ai dit, toujours, le biais haussier est mesuré sur l'intraday et la tendance de fond est mesurée en mensuel. D'accord? C'est juste ça. Et la tendance de fond, elle est haussière. La tendance de fond mensuelle est haussière. Mais le biais, il peut être baissier comme haussier, dépendamment des fondamentaux, des catalyseurs macroéconomiques qu'on a eu qu'on a à faire justement au cours des semaines. Donc, mieux vaut être dans la direction de ces facteurs fondamentaux là. Et quand on regarde ici, on voit que on est dans un couloir, donc dans un couloir baissier. Donc tant aussi longtemps qu'on est dans ce couloir baissier, l'euro-dollar est baissier, compte tenu du fait que à très court terme, le dollar est en train de se reprendre. Mais moi, personnellement, je chercherais plus à payer l'euro-dollar plutôt qu'à le vendre. Parce que je vous ai dit que le dollar actuellement est dans des soubresauts, les soubresauts baissiers, d'accord, à cause des faits politiques que j'ai décrits. Et puis, il a déjà fait, bien sûr, le mouvement qu'il devait faire, dont j'avais posté auparavant au niveau de la sortie de son rang. Je vais passer en revue rapidement le dollar. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je suis baissier sur le dollar, mais je vais vous montrer. Mais aussi longtemps que le dollar est baissier, ça va faire profiter bien sûr les indices majeurs américains. Donc, on peut avoir un rebond cette semaine au niveau du dos. On va en voir tout à l'heure. Et au niveau des paires cotés en dollars, c'est-à-dire le AUD, l'euro-dollar, le GBP-USD, on est susceptible également de rebondir. Donc, quand je dis chercher à payer, je n'ai pas dit de payer maintenant. Je dis chercher à payer donc les points bas, c'est-à-dire ici. Donc, lorsque le marché consolide, on peut rentrer là à l'achat et puis voilà, regarder faire le marché ou bien attendre, être prudent pour qu'on sorte justement de ce canal descendant, dont la sortie est généralement haussière, pour essayer d'aller chercher les plus hauts. Mais pour l'instant, soit vous ne faites rien, soit vous attendez patiemment que le marché vienne vous donner le point d'entrée ici, d'accord, ou bien ici. Vous avez le choix, d'accord. Alors, l'or, c'est bien sûr c'est-à-dire le XAUD en CFD, donc XAUD USD. Donc, l'or, en fait, a profité, a été fragilisé cette semaine à cause du rebond à très court terme du dollar américain. Mais dans le fond, la tendance de fond justement du dollar américain est une tendance de l'or, pardon, est une tendance haussière, d'accord? C'est une tendance haussière, donc une ascendante, oblique ascendante donc, qui constitue un support, en fait, un support oblique ascendante, et puis une résistance horizontale. Donc, en général, la sortie se fait généralement à la hausse, d'accord? Mais puisque l'or est en fait un actif qui est vraiment qui réagit beaucoup plus sur des facteurs plutôt géopolitiques plutôt que macroéconomiques depuis un certain moment, euh, et aussi qui est mécaniquement corrélé, qui est l'inverse en fait du dollar. Lorsqu'on a eu justement le rebond du dollar, le rebond mécanique du dollar à très court terme, je le mentionne, l'or en a un peu payé le prix. Donc, on a eu deux clôtures baissières en weekly, deux clôtures baissières ici que vous voyez ici en rouge. Mais là, en fait, on vient de commencer une nouvelle semaine où la clôture s'est faite au-dessus de donc, la ligne grise. Donc, peut-être qu'on va faire un rebond à très court terme compte tenu du fait que le dollar est en train un peu de se rétracter. L'or peut rebondir jusqu'à peut-être 1340, 1350 et puis après, là-bas, se chercher une direction pour orienter en fait le marché là où est-ce qu'il veut partir. D'accord? Donc, a priori, à long terme, on est toujours dans une configuration haussière, mais en intraday,
on est dans une configuration baissière. On est en train de consolider, justement, on a consolidé par le bas, puisque on a eu un canal ascendant ici. Je vais l'enlever, qui n'est plus d'actualité, mais on a eu le canal ascendant, on est sorti par le bas. On est allé en larvé, en zigzag. Donc, on a fait le mouvement qu'il devait faire concernant la sortie de ce canal ascendant. Donc, je vais retirer puisqu'il n'est plus d'actualité. Voilà. Et on a touché le point bas en vert qu'il fallait payer. D'accord, le point vert que j'avais tracé ici, trail depuis fort longtemps. Vous avez vu ce niveau-là. Donc, ça a été payé effectivement, c'est-à-dire aux alentours des 1310. Ça a été payé et là, on se dirige vers un cycle en fait haussier. Mais pas un cycle haussier, mais bien un momentum haussier. D'accord? Mais on sait qu'en général, les biseaux ou les canaux descendants, les sorties se font généralement à la hausse. Donc, à cause de la faiblesse du dollar, l'or peut profiter un peu pour aller chercher les 1340, 1350, 1340. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus, voilà, on est supporté par cette oblique, le marché peut aller ici, venir consolider, ok, repartir vers là, puisqu'on a déjà testé cette ligne, venir reconsolider, pardonnez-moi, ici, et après repartir, d'accord, vers les 1340, 1350. Donc ça, c'est le scénario que je vois sur l'or, d'accord. Donc tant qu'on est dans cette figure-là, chartiste, il faudrait chercher plutôt à payer l'or pour l'instant, puisque le dollar est fragilisé. On va le voir à l'instant, on va voir à l'instant le dollar, mais dans cette figure-là, il faut chercher à payer l'or. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur l'or. Donc, toutes les matières premières, l'or, le pétrole, le cuivre, ont profité justement ont été, enfin, on va dire, ont été sanctionnés par la petite hausse du dollar, donc parce que les matières premières sont inversement corrélées avec le dollar. Donc, comme vous allez voir également sur le Brent, le UK Oil, donc si on va ici en weekly, la figure de long terme que l'on avait vu, c'est-à-dire le triangle ascendant en forme larvée dont la sortie se fait généralement haussière. On a cassé ce triangle, on l'a réintégré ensuite. Donc, si on clôture, c'est-à-dire qu'en weekly, la prochaine bougie weekly là qui va arriver, je vais vous l'agrandir. La prochaine bougie weekly ici, si on n'a pas retravaillé cette ligne rouge et qu'on n'est pas ressorti par les plus hauts et qu'on clôture en dessous de cette ligne rouge, moi je considère que cette figure a été invalidée, d'accord? Donc pour l'instant, cette semaine, je regarde, je laisse faire. Le fait que le dollar soit affaibli va peut-être donner un peu plus d'élan au pétrole pour pouvoir valider cette figure qu'on a détectée. Mais si on clôture en dessous de cette ligne rouge, je crois que cette figure-là aurait été peut-être invalidée à moins de trouver un autre niveau mémoire que le marché va peut-être considérer. Mais sinon, présenté tel qu'il est, si on clôture, parce qu'on a cassé, on a réintégré, on n'a pas clôturé au-dessus de cette ligne. On n'a pas fait de pullback sur cette ligne rouge. On a juste cassé et puis on l'a réintégré encore. Donc, une sorte de bull trap. Donc, si on clôture en dessous de cette ligne, moi, je considère que cette figure a été justement invalidée. Il va falloir rechercher d'autres patterns qui peuvent nous amener à pouvoir considérer le pétrole, d'accord? Et a priori, je vois déjà une figure qui se dessine, mais je ne vais pas précipiter. Je vais la présenter certainement dans l'autre émission de la semaine prochaine. Voilà, sur le point technique. Donc, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne grise, on peut estimer a priori qu'on on va peut-être aller à un mouvement haussier pour profiter de la baisse du dollar américain. Donc ici, on va voir ici en 1 heure. Vous voyez ici qu'on avait une figure là, un biseau descendant dont la sortie se fait généralement haussière, mais on a invalidé cette figure et on a cassé par le bas. D'accord? Donc cette figure a en fait une probabilité de réalisation de 80% et il y a 20% d'invalidation. Vous voyez que cette fois-ci, on a invalidé cette figure. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas à avoir raison. Quand vous travaillez sur les marchés, cherchez donc à vous positionner dans le sens des probabilités de succès. D'accord? Et considérez également que lorsque un marché, même si il se réalise à 80 voire à 90%, les 10% sont susceptibles également de se produire. D'accord? Donc il faudrait considérer tout ça. Et on le voit que on a fait un V
Hein. Si je le mets en clôture, on a fait un V bottom ici. Donc, c'est un genre de boule, de bear trap. Donc, on a fait un V bottom, d'accord? Et après, on voit que le marché tente bien sûr de repartir à la hausse. Donc, quels sont les scénarios qui sont peut-être probables en intraday? Donc, je devine toucher cette ligne. Voilà, la retravailler, aller ici, la retravailler encore. Donc, ce niveau-là, ce niveau intermédiaire des 64 dollars le baril, 64,50 ou 64,60 dollars le baril. Revenir ici, retester encore la ligne. D'accord? Repartir, encore chercher les 65 dollars le baril, retravailler encore la ligne, après recasser cette ligne pour aller encore chercher plus haut, puisque le marché évolue en cycle, d'accord? Et aller ainsi de suite, jusqu'à aller encore revalider encore peut-être une configuration technique qui est encore un triangle ascendant dont la sortie se fait généralement haussière. Donc, comme vous le voyez ici, donc on a une baisse ici, on a fait un V bottom qui est en général qui constitue une figure de retournement à la hausse, à la suite d'une tendance baissière. Et on évolue dans ce triangle de compression, triangle ascendant, puisqu'on a un sommet ici horizontal. Donc, on peut avoir une compression dans ce petit espace-là pour chercher à casser cette figure. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette semaine, si on clôture en dessous de cette zone rouge ici, on va certainement invalider ce scénario et puis casser par le bas pour aller chercher les plus bas hebdomadaires en gris. Maintenant qu'on est au-dessus de cette ligne grise, on va peut-être chercher à confirmer toute cette figure qu'on a détectée ou soit à l'invalider. Donc, soyez prudents, d'accord? Je vais retirer ça ici parce que vous avez compris ma démarche. Voilà. Très bien. Alors, au niveau du cuivre, le cuivre, étant donné que le cuivre également est une matière première, donc le cuivre ici a été sanctionné par la baisse du dollar. Je vais retirer ma caméra, je vais la mettre ici, voilà. Donc le cuivre a été sanctionné par la baisse du dollar, c'est pour ça qu'on a vu ce violent mouvement baissier. Mais a priori, cette ligne, cette oblique en vert a tenu, le marché a payé donc ce mouvement-là. Et a priori, tant qu'on est au-dessus de cette ligne grise que j'ai tracée là, le marché est susceptible de rebondir, c'est-à-dire le cuivre. En allant dans la même logique que cette contraction du dollar à laquelle nous assistons. Voilà. Donc, si on va maintenant, bien sûr, en 1 heure, vous voyez ici qu'on avait une figure d'élargissement, baissière, dont la sortie se fait en général à 57% à la hausse. Donc, c'est des figures qui sont extrêmement difficiles. Moi, je ne traite pas ce genre de figures, mais c'est bien à observer. On a fait un V bottom également ici. Petit changement de tendance à court terme. Et on va peut-être se stabiliser dans la zone entre 3,7$, 3,10$. Et peut-être si on casse maintenant si on casse par exemple le 3,10$, on peut avoir une accélération vers les niveaux supérieurs, notamment 3,15$ et 3,20$. D'accord? Donc, a priori, on devrait donc rester attentif et attentiste sur le cuivre. Il y a pratiquement rien à faire, surtout en CFD. À travers un CFD sur le cuivre, ce n'est pas une bonne idée. À moins que vous soyez en futur, oui, donc là, on peut essayer de travailler en futur, c'est pas mal. Mais en CFD, je vous prie de rester en dehors de ce marché-là, d'attendre vraiment des bons points d'inflexion pour payer le cuivre, pour être un peu en swing, dépendamment des fondamentaux au niveau de la zone de la production industrielle en Chine, d'accord, ou en Australie, et puis dit dépendamment également de l'état du dollar américain. Donc, à suivre. Pareil pour même constat pour le gaz naturel. Donc, c'est par-dessus qu'on va finir cette partie de matières premières et puis ensuite on va aller voir les indices. Donc, au niveau des matières premières, on a bien sûr le gaz naturel qui nous avait validé cette figure à la hausse de ce triangle symétrique. Ensuite, on a consolidé, on a baissé donc violemment à cause bien sûr de le rebond du dollar américain. Et on a réintégré cette figure-là, on a réintégré, on a invalidé cette figure symétrique, d'accord, dont le fond en général, la tendance de fond se fait à la hausse. On a plutôt suivi la tendance de fond
de long terme plutôt que la tendance de fond de court terme, d'accord? Et il y avait aussi le fait qu'on avait découvert plusieurs forages au niveau du pétrole, parce que je vous avais dit que le pétrole est fortement, il a presque les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. Donc c'est vrai qu'en hiver, on est fondamentalement haussier, mais techniquement, il va falloir faire attention, surtout en CFD, il faut être très prudent. Et peut-être en intraday, on peut travailler sur un marché futur sur le gaz naturel, à la baisse certainement. Parce qu'on voit vraiment qu'on a 3 séances baissières, c'est-à-dire 3 semaines baissières, puisque là, je suis en weekly. Donc, une grosse bougie baissière. On n'a pas pu clôturer au-dessus de la clôture en bleu ciel ici, qui était à 2,94 $. On a clôturé en dessous, donc on est fortement baissier sur le gaz naturel en intraday. Mais en termes de intraday, en termes de fondamental, on reste toujours quand même à la hausse, en tout cas pour au moins jusqu'au printemps. Donc au niveau de cette zone ici, moi je trouve qu'il n'y a pratiquement rien à faire. Cette zone hachurée en bleu, parce que c'est une zone qui est, vous voyez ses antécédents, c'était travaillé plusieurs fois et il n'y a pas vraiment de direction particulière, même si on est en dessous de la ligne grise, qui est la clôture hebdomadaire. Cependant, je crois qu'il faut rester plutôt en dessous de cette ligne grise-là, soit à la vente si vous êtes en intraday sur les marchés futurs, mais si vous êtes en CFD, je vous recommande de ne rien faire, d'attendre vraiment qu'on vienne toucher soit le point bas de cette zone grise ou bien qu'on le casse pour vraiment le shorter, pour avoir un trade sécuritaire, ou alors qu'on ressorte de cette zone bleue pour justement tenter des achats pour aller viser les plus hauts. On peut le voir ici en termes de intraday, en H1, vous voyez qu'on est dans un canal descendant, dans un couloir. Donc, tant qu'on continue dans ce couloir, il faut chercher plutôt à vendre en intraday le gaz naturel plutôt qu'à le payer. Voilà. Comme vous le voyez ici à l'écran. Voilà. Très bien. Alors, on va maintenant passer ensuite à la plateforme CMC Market pour voir bien sûr les indices et les bons obligataires. Où là-dessus, on va finir cette émission. Donc, voilà. Je vais donc mettre ici et aller. Voilà. Donc, au niveau des indices majeurs américains, donc vous vous souvenez, donc j'avais présenté justement les scénarios sur le Dow Jones que vous avez tous, je crois, adoré. Et je vous avais dit que le signal de price action short, c'était 25 740, 25 700, c'est ce qu'on a eu. On a eu donc ce signal. Le marché a baissé. Il n'a pas atteint 25 740 ou 25 700. Il est parti aux alentours des 25 500. Voilà. Donc, c'est à partir de 25 500 que le marché a commencé à baisser. Et on a eu bien sûr ce qu'on a appelé le flash crack. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé la connotation du terme, mais on a eu, disons, pour faire plus simple, on a eu une correction majeure. On a perdu près de 5%. Donc, c'était la plus grosse baisse qu'on a eue jusqu'à présent au niveau des indices américains. Ensuite, on est arrivé, on n'a pas clôturé en dessous. On a été en fait chercher les récents plus hauts. Et actuellement, on se retrouve à 24 394. Donc, 24 394, en fait, c'est au-dessus de ce que j'avais dit donc, en termes d'analyse empirique concernant la baisse historique qu'on a eue au niveau du Dow Jones, puisqu'on avait vu qu'en termes empiriques, le marché baissait en fait de 2350 points quand il y avait des corrections majeures de cette ampleur, et on avait fait 750 points de baisse le vendredi surpassé, d'accord? Et puis, on a eu les 1600 points que j'avais postés ou les trades que j'avais pris, et on avait baissé justement de 1597 points selon Bloomberg. Cependant, donc, vous avez vu ici le mouvement ici qu'on a baissé jusqu'à ce niveau ici. On n'a pas clôturé en dessous de cette ligne grise. On a clôturé bien au-dessus, d'accord, en weekly. Donc, si je reprends le graphe en weekly, pour être plus clair, on a clôturé, vous voyez, ça c'est la ligne grise ici, c'est le plus haut hebdomadaire. D'accord, c'est la clôture hebdomadaire. Et le marché est venu juste clôturer au-dessus. Donc, il y a un point ici, un point d'inflexion, un cluster entre la Tenkan, la Kijun, d'accord, et le niveau auquel je m'attendais à ce qu'il rebondisse, d'accord. Donc, il est venu juste se planter juste au-dessus de la clôture hebdomadaire. Et on n'a pas clôturé en dessous. Alors qu'on a fait tout ce mouvement, on voit ici qu'on a cassé violemment la Tenkan, vous voyez la mèche ici. Si on avait clôturé en dessous là, ok,
on pouvait continuer toujours à shorter le dos. Mais le dos semble un peu, les acheteurs en fait semblent un peu reprendre un peu confiance dans le marché. Et la confiance vraiment des acheteurs viendra si on repart au-dessus et qu'on clôture au-dessus de la Tenkan. Vous allez voir vraiment qu'il va y avoir un achat massif du dos. Les gens vont se mettre à payer fortement le dos. D'accord? Donc actuellement, cette semaine, soyez prudents. Étant donné qu'on a une baisse ou un début baissier sur le dollar américain, d'accord? Le dollar américain, lorsqu'il est fragilisé, ça profite aux indices. Donc, si le dollar baisse, les indices progressent. C'est inversement corrélé. Donc, cette semaine, étant donné qu'on n'a pas clôturé en dessous de la Kijun sur le dos et que le dollar est en train de consolider puisqu'il était au niveau, à des niveaux supérieurs dont je doutais qu'il traverse ces niveaux supérieurs parce que j'étais tellement souvent travaillé. Voilà pourquoi on a ce regain d'optimisme, pardon, et on voit que les acheteurs, en fait, sont en train de chercher à payer le dos pour aller chercher au moins jusqu'à la Tenkan qui est en fait à 24 910. D'accord? Donc, il y a au moins 500 points ici à aller chercher en intraday. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que cette semaine, il faudrait chercher à payer. Je n'ai pas dit de payer le dos. J'ai dit qu'il faut chercher à payer le dos plutôt qu'à le vendre. En dépit du fait que le dollar américain est fragilisé puisque c'est inversement corrélé. D'accord? Et quand, par exemple, et puis on a eu également l'approbation, la semi-approbation, en fait, du relèvement du plafonnement de la dette. Donc, ça peut donner un regain d'optimisme et de confiance au marché. Donc, c'est pour ça que le marché est en train de montrer qu'il semble vouloir rebondir sur ce niveau-là. D'accord? Si par contre, on avait clôturé en dessous de la Kijun, oui, là, on pouvait chercher à shorter le dos. Mais pour l'instant, moi, je suis assez tranquille. Si je dois payer le dos, si je veux trader le dos cette semaine, je vais chercher à le payer au-dessus d'ici. C'est-à-dire, chercher à le payer, aller chercher la Tenkan jusqu'à 24 910. Et par contre, à la fin de cette semaine, si on n'a pas clôturé, si on a clôturé en dessous, je dis bien en dessous de 24 910, le mouvement baissier persistera. Si on clôture au-dessus, en ce moment-là, on peut avoir un nouveau regain d'optimisme de la part des acheteurs et ça veut dire qu'on aura retracé presque, parce que vous voyez ici la Tenkan coupe cette bougie ici, c'est pratiquement presque les trois quarts du mouvement. Hein, vous voyez ici les trois quarts du mouvement. Si on clôture au-dessus, ici, c'est pratiquement les trois quarts du mouvement de cette baisse-là qui auront été retracés. Et là, ça va donner confiance plus aux acheteurs qu'aux vendeurs. D'accord? Donc, faites attention cette semaine avec le dos. Restez prudent. Je reste toujours avec mes différents signaux ici. Et si ces signaux-là n'ont pas été respectés, ben, ça invalide mon scénario. Sinon, dans le cas contraire, il tient toujours et je suis toujours à l'intérieur. Je regarde toujours cet actif pour cette semaine. Voilà. Au niveau du Nasdaq, donc le Nasdaq c'est pratiquement le même scénario c'est pratiquement la même chose que le dos. Je n'ai pas besoin de commenter parce que quand vous regardez le dos, c'est pratiquement le Nasdaq. Ce sont les indices majeurs américains et ça c'est dans le même scénario. Donc en vertu du fait que on a cette ligne grise qui est là, qui est le niveau hebdomadaire, tant qu'on reste dessus, qu'on tient le marché le Nasdaq, le marché des Nord-Américains, le marché américain peut rebondir à tout moment. Vous voyez que ici on est en train de prendre déjà 38 points sur le Nasdaq. Le Nasdaq est plus lourd à progresser que le dos, d'accord? Le Nasdaq, quand il fait 40 points, c'est beaucoup. 38 points ou 40 ou 50 points, c'est beaucoup. Tandis que le dos, si je reviens sur le dos, vous allez voir qu'on a une reprise à peu près de 130 points. Vous voyez ici, on a pris 133 points, 134 points. Vous voyez, parce que c'est seulement 30 valeurs. Le Nasdaq, il y en a une centaine. Donc, prendre 30 points, 40 points sur le Nasdaq, c'est beaucoup. Donc, déjà, ce rebond-là, déjà, montre à quel point que le marché veut être contrôlé par les acheteurs. Donc, faites attention pour ne pas être pris au piège. D'accord? Votre boussole doit être le dollar. Si le dollar varie dans le sens de une tendance de baisse, une tendance de fond baissière, cherchez à payer les indices. Et vice-versa, si le dollar cherche justement à monter, il faut être bien sûr être porté à la baisse sur les indices. Parce que vous avez vu la semaine, quand le marché était en train de chuter, quand le marché était en chute libre pendant cette correction majeure, le dollar progressait. Donc le dollar était considéré comme une valeur, un actif de valeur refuge. D'accord? Voilà pourquoi il était extrêmement difficile de trader l'USD CHF. Parce que l'USD
jouait le rôle de valeur refuge, le CHF jouait le rôle de valeur refuge. Donc, les deux, en fait, s'annihilaient. Le mouvement se contrebalançait. Voilà. Voilà pourquoi j'ai eu des difficultés à trader le USD CHF. Pourtant, ça donnait des bonnes configurations techniques que j'avais publiées, mais c'était des trades où j'ai gagné, mais légèrement. Je n'ai pas, c'est-à-dire que le marché ne m'a pas donné raison pour poursuivre le mouvement que j'avais annoncé justement sur les réseaux sociaux. Il est allé un peu plus loin, un peu devant et puis s'est retourné, il repartait, il se retournait. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné et je suis sorti de ce marché parce que ça ne, je ne voulais pas souffrir psychologiquement sur ces fluctuations-là. Parce que les deux jouaient le même rôle. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, il est difficile de le trader. Voilà pourquoi j'ai abandonné sur le USD CHF, bien sûr. Je n'ai pas abandonné le trading. Rassurez-vous. Alors, la dette obligataire, donc l'eurobond, on va regarder ça pour finir cette émission. Vous voyez ici comment le caractère incertain, comme j'avais décrit au début de cette émission, le caractère incertain justement de la dette européenne, parce que je vous avais parlé la dernière fois des spreads. Et donc, regardez ce côté, les spreads allemands, les taux de spread 10 ans au niveau des États-Unis et puis aussi les taux de rendement obligataire ou la différenciation entre les taux d'intérêt allemands et obligataires américains. Vous allez voir que quand ces taux de rendement obligataire montent, en général, les indices également aussi, le taux d'intérêt normal, hein, le taux d'intérêt normal, en général, lui, il baisse et les indices également progressent également. Parce que les bons du trésor, les bons et les actions, ils varient dans le même sens, sauf le taux d'intérêt qui varie de sens opposé. Donc, voilà pourquoi que, étant donné qu'on n'a pas de catalyseur complet, on n'a pas de fait vraiment macroéconomique assez certain. Voilà pourquoi on a des bougies comme ça d'incertitude qui se passent là. De toutes les manières, on l'a vu ici que au niveau de la figure chartiste donc de court terme, on est dans un biseau ascendant, donc la sortie est généralement haussière. Donc ici, moi je voulais payer l'eurobond, d'accord, je voulais payer le bond, mais ça n'a pas été le cas parce que fondamentalement, on sait que au niveau de la zone euro, c'est baissier, le quantitative easing est en train de prendre fin ou va prendre fin. Donc, le bond est baissier. Donc, le meilleur moyen, soit on le paye ici pour qu'il reparte vers ce niveau ici, ou on attend qu'il casse cette zone verte, qu'il échoue, et puis on le short pour aller justement chercher tout ce niveau-là, tout ça ici, ce qu'on appelle le vacuum zone. Donc, il part chercher donc, tout ce niveau qui casse la moyenne mobile qui est à 150,79 points, et aller chercher le plus bas ici qui constitue donc le canal ascendant de fond. D'accord? Vous voyez ici. Je vais essayer de décaler ça. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'il y a un canal ascendant de fond. Donc, si on le casse, on peut aller chercher justement le bas en vert ici de ce canal-là et puis chercher à le payer. Maintenant, si il a échoué là-dessus, qu'il casse, là, on peut avoir un collapse sur les bons du trésor. Cela va dépendre également, comme je dit encore, du spread des taux obligataires allemands, 10 ans allemands et 10 ans américains. Voilà, puisqu'ils évoluent ensemble de façon parallèle, en fait. Donc, c'est le même fonctionnement. Idem pour le T-Note. Donc, le T-Note ici, c'est pareil. Donc, vous voyez que c'est à peu près les mêmes configurations. On a un biseau ici, intermédiaire, biseau ascendant. Voilà. Et puis, on a une tendance de fond, haussière. Donc, la sortie est généralement aussi baissière. Mais le meilleur moyen, c'est de payer ici aux alentours des 120 pour aller dans la tendance de fond. Parce qu'une tendance historique, en général, est souvent toujours payée. Ça tient souvent, les tendances historiques. Les supports ou les obliques historiques tiennent souvent. Donc, moi, je songerais plutôt à payer 120 points, les 120 points pour aller dans la direction de la tendance. Maintenant, si on casse 120 points, là, bien sûr, on va bien sûr s'effondrer. Mais actuellement, tel que je vois fondamentalement l'idée obligataire américaine, ils n'ont pas intérêt justement à laisser les bons du trésor s'effondrer. D'accord? Puisque c'est un actif qui est quasiment sécuritaire. Beaucoup d'investisseurs investissent là-dedans. Donc, ils feront tout pour sauver justement les intérêts ou pour fixer ou garantir les intérêts obligataires
concernant la performance des bons du trésor. Voilà. Donc, on va peut-être se stabiliser, on va peut-être faire des mèches ici et puis chercher peut-être à trouver une voie pour essayer justement d'aller le payer là. Mais ceux qui sont en intraday justement sur les marchés futurs, ils peuvent chercher peut-être à vendre, ils peuvent chercher à vendre ils peuvent chercher à vendre le T-Note. Si on passe en dessous de cette ligne grise, c'est-à-dire si on repasse en dessous de 1,2103, on peut shorter justement le T-Note jusqu'à à 120 ou 119 et puis après essayer de payer les points bas justement pour repartir vers le haut. D'accord. Donc, ainsi s'achève donc cette émission. On va maintenant voir le récapitulatif, bien sûr, de cette séance-là, de tout ce qu'on vient de parler. Donc, fondamentalement, au niveau de GBP USD, je vais juste baisser ma caméra pour que vous puissiez voir mon point de vue. Donc, fondamentalement, au Forex, GBP USD, on est fondamentalement neutre, voire haussier, comme je vous avais décrit. Techniquement, à l'intraday, voilà, c'est haussier. Au niveau du long terme, on est toujours dans la figure, donc on peut partir pour un swing haussier. Donc, au niveau de l'intraday, techniquement, bien entendu, on évolue dans le canal descendant. On sait que la sortie est généralement haussière. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de chercher à payer les points bas pour aller dans le sens de la tendance. Et j'avais dessiné donc le scénario que je vous avais montré entre la ligne grise et la ligne orange. Voilà. Donc, techniquement, au niveau de l'USD CAD, en intraday, c'est baissier parce qu'on est dans un triangle ascendant, la sortie est généralement baissière. Fondamentalement, c'est neutre, voire baissier, à cause du fait que le dollar actuellement est en difficulté. Et puis, à court terme, techniquement, au niveau de l'euro-dollar, on est haussier, mais faites très attention. Fondamentalement, c'est neutre, voire haussier, parce qu'on est dans une phase de compression, même si la tendance de fond est soutenue à la hausse. La tendance de fond est vraiment est haussière, mais on est dans une phase de compression. Donc, faites attention si vous le payez. Cherchez vraiment à payer vraiment les niveaux intéressants. Et techniquement, à long terme, on est haussier parce qu'on est dans une sorte de consolidation baissière. On sait que la sortie est généralement haussière. Je vous avais montré le scénario que je vous avais dessiné à l'écran. Donc, moi, je crois à ce scénario-là. Et également, si également fondamentalement, on a cette pression baissière qui se dessine sur le dollar américain que j'ai exposé au début de cette émission. Le Dow Jones également, c'est fondamentalement neutre, voire haussier, parce que techniquement, on a vu qu'à l'écran, on n'a pas clôturé en hebdomadaire en dessous des mouvements baissiers de la correction majeure qu'on avait vu. Donc, il a tendance à vouloir se reprendre. D'accord? Il y a un certain regain d'optimisme avec également la politique de Donald Trump qui consiste également soit à rapatrier 2500 milliards avec cet assouplissement fiscal sur l'économie américaine. D'accord? Et aussi à l'accord qu'ils ont trouvé avec le compromis concernant le financement des activités fédérales. Donc, tout ça, ça va dans le sens justement des indices et ça risque donc de soutenir à la hausse les indices, comme vous le voyez ici devant votre écran sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Au niveau de l'or, fondamentalement, on est neutre, voire haussier, parce que l'or varie dans le même sens que les indices, mais on va chercher en termes de performance, est-ce que le dos est plus performant ou l'or est plus performant. Donc, entre les deux, on va savoir qui est le plus performant que l'autre, mais dans les deux cas, les deux varient dans le même sens. Donc, techniquement, à court terme, on est neutre, voire haussier. Techniquement, techniquement, à court terme, on est haussier. Et aussi, à long terme, on est aussi haussier. D'accord? Le pétrole, on est fondamentalement neutre. Voilà. Techniquement, à court terme, on est neutre, voire haussier également, puisqu'on a fait un V-bottom. Donc, on peut avoir un petit début de tendance haussière, une petite impulsion. Et tant qu'on évolue justement sur cette pente que je vous avais dessinée, on vient retracer, on paye, on remonte, on retrace, on paye, ainsi de suite. Donc, je vous avais montré mon scénario. Et également, on est à long terme, on est haussier, on est neutre, voire haussier, parce qu'on attend justement qu'il valide le triangle ascendant qu'on avait vu. S'il le valide au-dessus de la ligne rouge, au-dessus de la résistance rouge qu'il avait recassée justement par la suite, qu'il avait réintégré, si on le valide au-dessus, là on peut continuer tout le scénario, mais s'il clôture en dessous, ça veut dire que le scénario n'est plus d'actualité. Voilà, il va falloir penser à autre chose. Donc on le verra la semaine prochaine. Donc au niveau du cuivre, c'est ça. Gaz naturel, c'est pareil, donc fondamentalement aussi toujours jusqu'au moins à mars. Et techniquement, on est baissier.
techniquement, à long terme, on est neutre. L'eurobond, fondamentalement, baissier. À court terme, techniquement, on est neutre. À long terme, on est neutre. Vous l'avez vu à l'écran, on est sur la ligne grise, il n'y a rien à faire là-dessus. Et le T-Note, c'est pareil. Fondamentalement, on est neutre, voire haussier, parce que le gouvernement américain n'est pas prêt à cesser l'émission des bons du Trésor, parce que ça va impacter justement sa crédibilité au niveau des échéanciers obligataires, notamment par les agences de notation comme Moody's, d'accord, ou Fitch. Et fondamentalement, on est neutre, voire haussier. Mais j'ai mis neutre parce que la situation actuellement est dans le flou, d'accord. Il ne faudrait pas trop se presser. Donc, techniquement, à court terme, on est neutre, et à long terme aussi, on est neutre. Aussi longtemps qu'on a des fondamentaux neutres, on va avoir également des catalyseurs pour pouvoir être situé macroéconomiquement, pour pouvoir prendre des positions sur le long terme sur les bons du Trésor. Alors, avant de finir cette émission, avant de vous dire au revoir, j'ai oublié, je devais vous présenter justement je devais vous présenter la vision que j'ai pour le dollar américain, parce que j'avais parlé de ça en début d'émission, j'ai failli oublier. Voilà. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Oui. Vous voyez le dollar? Je vais enlever mon écran ici pour vous montrer le dollar. Voilà. Vous voyez que le dollar, j'avais dessiné un range que j'avais posté sur les réseaux sociaux. J'avais dessiné un range, on est sorti du range, on a fait une progression, un pullback ici. Voilà, on avait fait un scénario de ce genre. C'est ce que j'avais montré. On a fait un mouvement, on a fait un pullback. Voilà, ici. On est reparti, on a cassé. On est parti également où il y a la ligne grise ici foncée. Donc, c'était le mouvement qu'on avait fait sur le dollar. Ce mouvement-là est terminé, d'accord? Ce mouvement est terminé. Le dollar en a bien profité pour rebondir, puisqu'on était ici, on attendait le NFP, tout ce qui s'est passé après, vous le savez. Et là, regardez quelque chose. On vient de faire, si je mets en couture, on vient de faire un double, ok? Double test, donc double top, sur la zone en mauve ici, qui est une zone, la zone hachurée en mauve est une zone qui était difficilement travaillée, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en mauve, de faire attention. Quand je mets une zone hachurée, soit mon code couleur en bleu, en mauve ou en orange, quand je mets en hachuré, c'est pour dire en fait que c'est une zone qui est travaillée assez souvent. Donc faites attention, c'est difficile de la retravailler, encore de la retranspercer. Ou alors, si on arrive dans cette zone, il est préférable de ne pas prendre des positions parce que c'est une zone qui a trop d'antécédents et qui ne peut pas jouer un bon rôle pour pouvoir prendre des bonnes positions sur le long terme. Donc, vous voyez ici comment ça a été, vous voyez ces antécédents. C'est une zone qui est difficile à travailler. Et on est arrivé sur ce niveau et le marché semble a fait un double, okay, un double échec, un double top. Donc, en général, les doubles tops, le marché est susceptible de corriger, d'accord, corriger pour venir réintégrer la zone en bleu, puisqu'on a déjà fait le premier mouvement, on a déjà fait ce premier mouvement. Donc, peut-être que moi, je vois que le dollar a fait un truc comme ça. OK, il a consolidé ici. On a fait également un M ici, voilà, reconsolider, et puis peut-être aller comme ça, d'accord? Traverser cette ligne bleue pour venir retravailler les dessous. Ça va dépendre, bien sûr, ça dépendra comment on appelle ça, des facteurs fondamentaux, toujours, les catalyseurs, ou alors on peut se stabiliser entre la zone des 11 700, 11 730, 740. Donc, c'est-à-dire faire un range ici, un début de range, pour chercher une direction. Mais en tout cas, tant qu'il est ici, moi, je considère qu'il y a une pression baissière et soit on est neutre, soit on est baissier, il n'y a rien à faire ici. D'accord? Donc, du coup, faites attention pour les stratégies en Forex, sur Eurodollar ou bien le AUD, USD ou bien GBP USD parce que actuellement, la configuration que le dollar dessine actuellement est une configuration neutre, voire baissière. D'accord? Parce que vous avez vu justement les mouvements qui ont été faits et on voit que il a du mal à transpercer, à rentrer justement dans cette zone ici, qui est une zone aussi difficilement à travailler. Donc, si je rétrécis le graphe pour que vous voyez plus à long terme à quoi ça donne, pour voir mieux comment est-ce que le dollar actuellement, à quoi il ressemble. Vous voyez? Donc, cette zone ici est très difficilement travaillée et c'est là-dessus que le dollar est sur des niveaux comme ça. Donc, le meilleur moyen de payer le dollar, c'était ici. Ce que j'ai fait, donc c'est ici qu'il fallait payer puisqu'il est en fait sur le trait vert. Mais à ce niveau-là, si on voit à long terme, on peut avoir aussi un truc comme ça, d'accord? On peut avoir une consolidation comme ça, ici. Et puis,
peut-être casser encore le dollar. Donc, tout reste à, tout reste à, tout reste à confirmer compte tenu justement de l'actualité sur le dollar. Mais actuellement, l'actualité politique justement pèse sur le dollar et ça fait qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à valider du fait que le dollar est dans un rebond. Oui, il a rebondi, mais est-ce qu'il va poursuivre ça? Est-ce qu'il va poursuivre son rebond haussier? C'est une autre paire de manches. Moi, je préfère plutôt rester neutre, voire baissier. Autrement dit, je préfère avoir vraiment des facteurs fondamentaux solides qui vont vraiment assainir ces velléités baissières qui sont sur le dollar pour vraiment constater une reprise effective de la poursuite du rebond du dollar américain en question. Voilà. Alors, merci infiniment d'avoir merci infiniment d'avoir suivi cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi. Comme vous le voyez, je suis passionné, j'aime ça. Et si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de me laisser vos commentaires, vos rebonds là-dessus, vos retours, pardon. Et je vais bien sûr communiquer la liste définitive des personnes à qui que j'ai retenu pour faire la formation gratuite que je vous avais parlé, bien sûr, en vidéo et dans les annonces que vous avez dû voir ça dans le fil de votre actualité. Donc, portez-vous bien, restez à l'écoute et puis à plus tard. Salut, au revoir.